Notre tâche est d'essayer de faire la part des choses entre la promesse de révolution liée à la blockchain et les évolutions profondes que la technologie va permettre de réaliser dans le secteur financier. Avant de présenter les initiatives concrètes que nous sommes en train de prendre, je voudrais simplement rappeler les 3 raisons qui nous poussent à nous intéresser au sujet. La première raison est d'ordre, je dirais, quasiment géopolitique. On voit bien que un peu partout dans le monde, des initiatives se développent autour de la blockchain. Et malgré le peu de recul qu'on a sur ces technologies, on voit déjà que ça ne sera pas qu'un choc technologique. Après tout, on pourrait se dire les acteurs du secteur financier vont utiliser la blockchain pour leur process interne, mais du point de vue de la réglementation, ça ne changera rien. Nous sommes convaincus qu'à moyen terme, au moins, ça ne sera pas le cas. Et que pour tirer tous les bénéfices de la blockchain, des adaptations de la réglementation deviendront nécessaires. Il est trop tôt pour dire où exactement, mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura une dimension réglementaire. Et c'est pour ça que je parle de la dimension géopolitique, c'est que nous souhaitons faire partie de ceux qui fixent les règles du jeu. Parce que des standards vont inévitablement devoir se mettre en place. Il nous semble que c'est notre rôle de participer à l'élaboration de ces standards. Et pour participer à l'élaboration de ces standards, il faut évidemment qu'il y ait des projets concrets qui se montent en France pour que dans un dialogue entre les acteurs de marché et les régulateurs et le Trésor, nous puissions définir ensemble quelle est notre vision réglementaire pour la blockchain. La deuxième raison, c'est une raison liée à notre engagement de longue date pour le développement de la place de Paris. Et là, je pense tout particulièrement aux applications de la blockchain dans le domaine des infrastructures de marché. On voit bien que quand on compare Paris à ces grandes places concurrentes, que ce soit Francfort ou Londres, dans un contexte particulier, Paris est un peu en retrait en matière de développement d'infrastructures de marché de pointe. Et nous pensons qu'avec la blockchain, la place de Paris peut combler ce retard et se positionner comme leader sur les infrastructures de marché. Donc c'est la raison pour laquelle nous souhaitons vraiment permettre le développement rapide de la blockchain en France. La troisième raison, et c'est la plus importante à vrai dire, j'aurais dû commencer par elle, mais ça me permettra de passer ensuite aux usages concrets, c'est qu'il nous semble que la blockchain va permettre de répondre à des besoins des entreprises et des investisseurs. Et alors là, je dirais, il faut distinguer 2 types de marchés. Il y a des marchés qui aujourd'hui sont très organisés, très sophistiqués, très développés, pour lesquels la blockchain peut peut-être apporter un incrément d'efficacité, mais ce sera forcément du moyen-long terme, et les gains relatifs seront sans doute plus faibles qu'escomptés. Il y a un deuxième type de marché, ce sont les marchés qui sont aujourd'hui peu organisés. Je pense en particulier au marché du non-coté, où la plupart des process sont un peu artisanaux et donc recèlent des gisements d'efficacité très importants. Et nous pensons que c'est sur ce deuxième type de marché que dans un premier temps, la blockchain peut vraiment d'abord apporter quelque chose de concret, et puis s'expérimenter, parce que ces marchés peu organisés, ils sont aussi plus petits. Et donc on prend moins de risques à expérimenter de nouvelles technologies sur ces petits marchés que sur les très gros marchés de dérivés de taux, de fixed income, etc. Et c'est précisément à partir de cette analyse-là que nous avons défini notre stratégie réglementaire pour la blockchain en introduisant alors fin avril et puis fin mai, 2 nouveautés législatives et réglementaires sur le marché des bons de caisse, d'une part, et sur le marché des titres non cotés, d'autre part. Alors, sur le marché des bons de caisse, donc les bons de caisse sont des instruments de financement assez anciens, qui remontent aux années 30, et qui ont été remis un peu au goût du jour par certaines plateformes de crowdfunding qui se sont mises à utiliser les bons de caisse comme un instrument de financement.
Mais il y avait quelque chose d'un peu paradoxal dans cet usage parce que on avait des plateformes de crowdfunding qui sont à la pointe de la technologie, qui utilisaient les plus vieux instruments de financement dont nous disposons. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris une ordonnance qui réforme de manière générale les bond cases, et donc qui touche à plein d'autres sujets que la blockchain. Mais simplement, au moment de prendre cette ordonnance, nous nous sommes dit, finalement, ces bond cases, ils vont circuler par le mécanisme de cession de créances du Code civil. Alors c'est un mécanisme qui a été beaucoup amélioré en début d'année, qui reste relativement lourd. Et nous nous sommes dit, eh bien voilà, en réformant les bond cases, il faut que nous offrions aux acteurs de marché la possibilité, s'ils le souhaitent, s'ils trouvent un business model, s'ils jugent que c'est opportun, de structurer la circulation et l'émission des bond cases intermédiés par les plateformes, qu'on appelle les mini-bons, au moyen de la blockchain. Alors pour le moment, seul le principe est gravé dans la loi. Donc l'émission et le transfert des mini-bons peut s'effectuer au moyen d'une blockchain, qu'on appelle d'ailleurs pas blockchain, mais dispositif d'enregistrement électronique partagé. Et je pense que cette nuance de vocabulaire est importante parce que on voit bien, avec l'exposé qui a été fait, que de la blockchain Bitcoin aux systèmes qui sont actuellement en train de se monter entre acteurs du secteur financier, il y a une très très grande différence. Et donc, c'est la raison pour laquelle on préfère parler de registres partagés, parce que ça décrit mieux l'éventail des solutions qui peuvent émerger. Donc, bond case, voilà, nous avons ce principe qui est ancré dans l'ordonnance, et maintenant, notre rôle, ça va être d'écrire un décret qui vient préciser à quelles conditions les dispositifs partagés doivent répondre pour permettre la circulation de bond cases. Alors évidemment, ça va se faire en très étroite coordination avec les projets concrets qui vont se monter, parce qu'on ne peut pas écrire la réglementation avant qu'il y ait des projets. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas de projet, on n'écrira sans doute jamais le décret. Et je pense que c'est assez caractéristique de l'attitude que le gouvernement veut avoir avec les fintechs. C'est une logique d'accompagnement par la réglementation, parce qu'il faut de la sécurité juridique pour ces nouvelles pratiques, ces nouvelles organisations. Et en même temps, volonté de ne pas tuer les fintechs dans l'œuf, si je puis dire, en leur imposant un cadre réglementaire inadapté. La deuxième initiative, plus récente, vient en réalité non pas du gouvernement lui-même, mais de parlementaires qui, dans le cadre du projet de loi Sapin 2, ont déposé plusieurs amendements visant à, d'une part, à donner à la blockchain, enfin, aux opérations se déroulant dans une blockchain, la valeur d'un acte authentique, au sens du Code civil. Alors l'acte authentique, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers de cette notion, c'est le plus haut niveau de sécurité juridique que l'on peut avoir en France, parce que les actes authentiques sont les actes qui sont reçus par un officier public, donc concrètement un notaire, et qui leur donne une force probante extrêmement importante. Donc ça c'est le premier amendement qui a été déposé, et le deuxième amendement qui a été déposé par Christophe Carèche et Laure de la Rodière, donc c'est un amendement bipartisan, vise à permettre la circulation des titres non cotés dans une blockchain. Alors le premier amendement a été refusé, et à vrai dire nous ne sommes pas certains qu'il soit ni nécessaire ni opportun de donner aux opérations se déroulant dans une blockchain le caractère d'un acte authentique. Parce qu'aujourd'hui sur les marchés, on échange des titres par virement de compte à compte sans l'intervention d'un notaire. Et heureusement, vu les volumes en jeu. Le deuxième amendement nous a paru beaucoup plus intéressant. Simplement, là encore, nous avons été confrontés au problème qui est qu'on ne peut pas écrire précisément la réglementation de la blockchain pour les titres non cotés, par exemple, tant qu'il n'y a pas de projet. Et force est de constater qu'aujourd'hui en France, il n'y a pas de projet qui tourne concrètement. Il y a des initiatives en cours qui, nous l'espérons, vont donner lieu rapidement à des mises en place opérationnelles, mais il est trop tôt pour encadrer précisément, fixer les règles du jeu. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement, tout en acceptant le principe de faire évoluer le droit du titre, si nécessaire, pour les titres non cotés, afin que ceux-ci puissent circuler dans une blockchain,
a demandé aux parlementaires de l'habiliter à procéder par ordonnance dans un délai de 12 mois pour effectuer la réforme. Donc concrètement, l'agenda que nous avons devant nous, il est double. Il est d'une part d'écrire ce décret pour les mini-bons, en lien avec les projets qui pourront se développer concrètement sur les mini-bons, et d'écrire l'ordonnance pour les titres non cotés, en lien avec les promoteurs de projets sur les titres non cotés. Il est à ce stade trop tôt pour dire quelle forme revêtiront exactement ces réformes. Faut-il revoir entièrement le droit du titre? Faut-il simplement apporter des ajustements à la marge? Nous le déterminerons dans les mois qui viennent. Une chose est sûre, nous pensons que avec ces projets de réglementation, la France a la capacité rapidement de donner de la sécurité juridique aux projets de blockchain sur ces marchés que nous estimons comme étant les principales cibles à court terme de la blockchain. Et donc nous espérons vraiment que cette dynamique permettra de constituer à Paris des initiatives sur les mini-bons, sur les titres non cotés, pour que Paris devienne la place de référence en la matière. Alors peut-être un dernier point sur... j'ai parlé des besoins des entreprises et des investisseurs. C'est assez difficile d'estimer dans quelle mesure la blockchain va répondre à ces besoins. Parce que souvent, quand on a un problème aujourd'hui, la réponse est blockchain, alors que blockchain n'est pas forcément la réponse à tout. Simplement, dans le cas des titres non cotés, je crois qu'il y a 3 raisons qui font que la blockchain peut vraiment être intéressante, et donc c'est pour ça que nous croyons vraiment à cette initiative sur les titres non cotés. Premièrement, pour le marché primaire, pour les émissions de titres non cotés, la tenue des registres. Aujourd'hui, c'est vraiment fait de manière artisanale, il y a des feuilles de papier Excel, et concrètement, quand des investisseurs souscrivent des parts d'une société non cotée, quand ils demandent suis-je actionnaire, la réponse n'est pas évidente à apporter. Donc marché primaire, mais ça ne nécessite pas forcément d'avoir un dispositif partagé très sophistiqué. Après tout, ça pourrait être utilisé, le problème pourrait être résolu avec des technologies traditionnelles. Cependant, il y a deux autres problèmes qu'il faut résoudre, et c'est là, à mon avis, que la blockchain a vraiment son rôle à jouer. C'est la vie des titres. Sur les marchés organisés, il y a des process très sophistiqués, reposant sur le dépositaire central, sur les teneurs de compte conservateurs, mais qui sont sans doute peu adaptés parce que, d'une certaine manière, trop lourds au marché du non-coté où il y a des petits volumes, des petits montants en jeu. Et là, je pense que vraiment la blockchain peut apporter quelque chose. Et le troisième élément, c'est bien sûr le marché secondaire. Là encore, il existe des marchés secondaires déjà très sophistiqués, on a des technologies pour ces marchés secondaires, mais sur des marchés qui sont de taille importante. Et la technologie blockchain a sans doute ce mérite ou cette vertu de pouvoir réaliser sur une base beaucoup plus légère, de pouvoir atteindre quasiment le même résultat, mais avec des coûts de fonctionnement plus faibles, et donc permettre à ces marchés qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment gros pour être captés par les technologies actuelles, de rentrer dans un univers plus automatisé, plus efficace et moins cher. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Comme vous le voyez, nous sommes très déterminés à faire émerger en France un cadre juridique adapté à la blockchain. Je crois que ça participe de l'engagement général du gouvernement en faveur des fintechs. Je crois que les choses ont beaucoup changé ces 2 dernières années. À l'issue, par exemple, du dernier comité de place Paris 2020, présidé par le ministre des Finances, Michel Sapin, il a été clairement indiqué que les fintechs sont un axe fort de développement de la place du point de vue du gouvernement. La manière dont nous souhaitons stimuler le développement des fintechs repose, je crois, sur 3 piliers et qui sont applicables dans le cadre de la blockchain. Dialogue et accueil avec les nouveaux entrants. Alors, on a tendance parfois à assimiler nouveaux entrants, enfin fintech et start-up. Ce n'est pas forcément le cas. On a des très grandes institutions qui font de la fintech, mais avec lesquelles on a un dialogue souvent régulier. Le problème des nouveaux entrants, c'est qu'ils connaissent moins bien le monde réglementaire. Les
viennent moins naturellement nous voir, et donc nous souhaitons vraiment avoir ce dialogue avec les nouveaux entrants. Deuxième pilier, attitude proactive d'identification des points de frottement entre les nouvelles technologies et la réglementation existante. C'est exactement ce que nous faisons dans le cadre de la blockchain. Et troisième pilier, compréhension des risques et avantages associés aux nouveaux modèles, mais sans prendre parti sur les stratégies commerciales et les modèles économiques qui peuvent se développer.